On va finir cette série sur l'analyse dimensionnelle par une dernière technique très puissante pour carrément inventer des formules qu'on n'a jamais vues avant. Et au passage, cette technique est au cœur d'exercices ultra classiques si vous avez un cours d'analyse dimensionnelle en post-bac. J'ai plein d'étudiants qui sont en PASS et en LAS qui ont besoin de savoir faire ça notamment. Imaginez qu'on s'intéresse à un pendule. Un pendule en physique, c'est une ficelle au bout de laquelle on accroche une masse, par exemple une bille de masse m. La longueur de la ficelle, c'est L. La ficelle est fixée en haut et on laisse osciller librement ce pendule. La bille va osciller de gauche à droite en suivant la trajectoire en pointillé. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe une formule qui nous permet de calculer la période d'oscillation du pendule? Je rappelle que la période, c'est la durée d'un aller-retour du pendule. Alors cette formule, elle existe déjà en physique, mais nous, on la connaît pas forcément et on va partir de rien. La première question qu'on va se poser, c'est quels sont les paramètres pertinents qui pourraient avoir une influence sur la période, c'est-à-dire le rythme des oscillations du pendule. A priori, on peut penser que la longueur du fil et la masse de la bille peuvent avoir un rôle à jouer. C'est pas toujours évident de trouver tous les paramètres pertinents, mais il y en a un autre auquel on peut penser ici. Étant donné que le mouvement du pendule est provoqué par le poids de la bille, c'est-à-dire par la gravité, on peut aussi penser que la constante de pesanteur, petit g, a une influence sur la période d'oscillation. Il y a des paramètres aussi qu'on peut suspecter de ne pas être pertinents du tout. Par exemple, on peut imaginer que la couleur de la bille n'a pas d'influence sur le mouvement, c'est juste de la peinture. On peut aussi se dire que les matériaux utilisés dans le fil et dans la bille sont peut-être pas si importants que ça. Alors c'est pas évident de trancher, mais on va imaginer qu'on a gardé ces trois paramètres intéressants: longueur du fil, masse de la bille et constante de pesanteur. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. D'après nos hypothèses à l'étape 1, on peut imaginer que notre période va s'écrire avec une formule qui fera apparaître une combinaison de ces trois paramètres qu'on a choisis comme étant pertinents. Mais ce qui est crucial, c'est qu'il va falloir rajouter des exposants qu'on va appeler A, B et C, qu'a priori on ne connaît pas. Tout est possible. Si A égale 1, ça veut dire que T est proportionnel à L. Si A égale 2, ça veut dire que T est proportionnel à L au carré. Si A égale moins 1, T est inversement proportionnel à L. Si A égale moins 2, T est inversement proportionnel à L carré. On ne sait pas quel est cet exposant A priori. Alors je m'arrête 30 secondes ici. Vous devez être capable de comprendre ce que c'est qu'un exposant négatif pour la suite. L puissance moins 1, par exemple, c'est 1 sur L. L puissance moins 2, c'est 1 sur L carré. Les exposants négatifs nous permettent en fait d'exprimer des divisions sous forme de multiplication. C'est pour ça que j'ai écrit une formule de t avec uniquement des multiplications entre les paramètres. Mais en réalité, ça peut être des multiplications ou des divisions. Cette information sera contenue dans les exposants ABC. Les exposants, c'est les puissances. Alors ça nous laisse plein de possibilités de formules. On peut avoir ça, ou celle-là, ou pourquoi pas celle-là, avec L puissance 0 qui disparaît. Ou encore on peut avoir des racines carrées, puisqu'une racine carrée, c'est une puissance 1/2 en fait. Donc ça se traduit aussi par un exposant. Et il y a trop de possibilités, on va pas faire toute la liste. On va plutôt résoudre ça de manière mathématique pour tomber directement sur la bonne combinaison. D'un point de vue mathématique, la formule encadrée est une équation qui contient trois inconnus. Les trois inconnus sont leurs exposants A, B, C. Donc en fait, là, on va résoudre une équation. A priori, on peut se dire que c'est pas possible, parce qu'une équation ne nous permet pas de trouver trois inconnus en général. Mais ici, on va y arriver quand même. Voilà comment on va faire. On va réécrire l'équation en remplaçant toutes les grandeurs par leurs dimensions ou par leurs unités. Ici, on va utiliser les symboles des unités parce qu'on est plus familier avec eux. Une période, c'est en secondes. La longueur du fil, c'est en mètres. On n'oublie pas qu'il y a un exposant. La masse de la bille, c'est en kilogrammes. Et la constante de pesanteur, on a vu ça dans la vidéo 3, c'est des mètres secondes moins 2. Si vous voulez vous entraîner avec les symboles des dimensions, vous obtenez quelque chose d'équivalent. On va rester sur les unités. On va utiliser maintenant une règle bien connue. Quand vous avez un produit puissance n, la puissance peut se distribuer sur chacun des facteurs. Ça va nous permettre de se débarrasser de notre parenthèse, et on obtient ça. Et ici, on va utiliser une autre règle. Quand on a des puissances imbriquées, elles se multiplient entre elles. Donc on obtient des secondes à la puissance moins 2 fois c. On va utiliser une troisième règle qui concerne les puissances pour fusionner les deux masses, masse puissance A fois masse puissance C. Ça fera masse puissance A plus C. Et on a simplifié au maximum ce qu'on a à droite. On n'a plus qu'une seule puissance pour chacune des trois dimensions présentes à droite du signe égal. Et c'est maintenant le moment crucial. On va comprendre comment on peut trouver trois inconnus à partir d'une seule équation. Je vais faire apparaître à gauche du signe égal les autres unités et je vais forcer l'apparition de puissance à gauche. Initialement, j'avais pas de masse, c'est comme si j'avais une masse puissance 0. J'avais pas non plus les kilogrammes et j'avais juste des secondes à gauche, c'est-à-dire des secondes puissance 1. Faut bien comprendre que ça et ça, c'est pareil, c'est juste des secondes.
Et les 3 unités mètres, kilogramme, seconde correspondent à des dimensions qui sont indépendantes. Ça veut dire que pour que l'égalité soit vérifiée, il faut qu'elle soit homogène pour chacune de ces 3 dimensions indépendantes. On va donc pouvoir transformer notre unique équation en un système de 3 équations. Pour que notre formule soit homogène concernant les longueurs, il faut que l'exposant qui concerne les mètres à gauche soit égal à l'exposant qui concerne les mètres à droite. Pour que ce soit homogène concernant les masses, l'exposant sur les kilos à gauche doit être égal à l'exposant sur les kilos à droite. Et pour que ce soit homogène concernant le temps, l'exposant sur les secondes à gauche doit être égal à l'exposant sur les secondes à droite. Il suffit maintenant de résoudre ce système. Il est assez facile, celui-là en plus. La deuxième ligne nous donne directement b égale 0. La troisième ligne nous donne directement c égale moins 1 demi. Et à la fin, la première ligne nous permet de retrouver a, qui est égal à moins c, et donc plus 1 demi. On a trouvé nos exposants inconnus. On peut donc maintenant écrire la formule t égale L puissance 1 demi multiplié par m puissance 0 multiplié par g puissance moins 1 demi. Et pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, on peut la réécrire avec des racines carrées. La masse puissance 0, ça fait 1, ça disparaît. Et il nous reste racine de L sur G, c'est pareil. On est sûr que la formule doit ressembler à ça, c'est le seul moyen que la formule soit homogène. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment la bonne formule correcte qui décrit la période d'un pendule? Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est presque la bonne formule. Dans la formule correcte, il y a un facteur 2π devant la racine. Comment ça se fait qu'on n'a pas retrouvé ce facteur 2π? C'est parce que c'est un facteur sans dimension en fait. Et comme tout notre raisonnement s'est appuyé sur de l'analyse dimensionnelle, eh bien il y a une faille dans ce raisonnement, c'est qu'il ne permet pas de retrouver d'éventuelles constantes sans dimension dans les formules. Alors est-ce que c'est grave quand on est un physicien-chercheur et qu'on veut inventer des nouvelles formules de physique? Pas trop. C'est assez facile de retrouver expérimentalement ce genre de constantes sans dimension. On peut mesurer la période de différents pendules qui ont une valeur de racine de L sur G différente. Ça nous donnera quelques points de mesure expérimentaux qu'on pourra tracer dans ce graphique. Et en faisant une régression linéaire, on retrouvera la pente de la droite ici, qui sera justement égale à notre constante de proportionnalité 2π. On peut voir cette formule comme une fonction linéaire avec un coefficient directeur 2π. Donc un petit calcul de pente sur un graphique de TP et c'est réglé. Bon, pour être honnête, je dois aussi vous dire que cette formule de la période du pendule est une formule approchée. Quand les oscillations ont des amplitudes qui deviennent trop grandes, cette formule ne marche plus très bien. Et il en existe d'autres qui sont un peu plus complètes en physique, comme la formule de Borda. Mais dans ces formules plus complètes, on ne fait que rajouter encore plus de constantes sans dimension. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'on peut même démontrer des théorèmes en maths grâce à l'analyse dimensionnelle. Je vous conseille d'aller voir une vidéo de la chaîne Science Étonnante qui vous montre comment on peut démontrer le théorème de Pythagore en utilisant uniquement de l'analyse dimensionnelle. C'est vraiment fascinant de voir que ce fameux théorème de Pythagore n'aurait pas pu s'écrire autrement. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Pour nous, c'est fini, à très bientôt.